Il y a beaucoup de choses à vous partager. Donc déjà, un grand merci à tout le monde pour votre présence et ceux qui ont fait le déplacement pour venir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, c'est l'évolution des nouveaux métiers du digital, dans le marketing digital. On fera aussi, dans une deuxième partie, une présentation de la formation, le M2, Master 2 Marketing Digital de TSM. Et on a l'honneur, du coup, d'avoir monsieur le directeur, Hervé Penant, qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir nous faire une introduction à cette conférence. Merci, merci Mathieu. Bon, écoutez, moi j'ai juste quelques mots de remerciement à Mathieu qui anime cette filière marketing digital avec l'ensemble du département marketing, toujours présent, dynamique sur tous ces métiers et ces nouveaux métiers qui sont un peu étrangers pour moi. Moi, je suis un vieux doyen. Donc, pour moi, le marketing digital, j'essaye de comprendre. Enfin, je comprends que les métiers du marketing évoluent et il y a une sorte d'hybridation de ces métiers entre les métiers classiques qu'on a connus, nous, quand on a fait nos études, et maintenant ce que vous connaissez, vous, en tant que génération Z ou Alpha, je sais plus, c'est-à-dire des techniques et des métiers qui mixent des approches classiques et des approches qui tirent le meilleur parti, je dirais, du monde digital, des réseaux sociaux, enfin de tout ensemble de plateformes que vous maîtrisez beaucoup mieux que moi. Donc, je trouve que, évidemment, ce sont des métiers d'avenir, des métiers dans lesquels on s'est investi depuis presque une dizaine d'années en format master, et même au-delà de 10 ans, lorsqu'au début c'était un diplôme d'université, et comme au début on trouvait que c'était bien positionné et que ça se passait bien, on a voulu transformer en master à l'époque. Voilà. Et donc, c'est pérenne, c'est une belle filière, donc bravo pour y participer, et puis bravo pour tous les espoirs que vous allez pouvoir placer dans votre projet professionnel. Merci et bonne conférence. Merci à tous. Merci beaucoup. Hop. Et on va passer à la première partie directement. Et du coup, je vais pouvoir appeler les intervenants qui vont venir. Vous pouvez venir. Vous pouvez me rejoindre. À la rigueur, je vais mettre sur le côté. Comme ça, tac, je vous laisse ça. Normalement, on sera bon là. Vous m'entendez toujours? Super. Donc, on pourra utiliser le micro pour échanger, puisque nous sommes filmés aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter peut-être rapidement. Après, je vous présenterai un peu la vision du contexte de cette conférence, le pourquoi, et puis des enjeux autour de ces nouveaux métiers, et pas que. Et puis après, chacun d'entre vous, vous aurez un mot à dire, votre vision des choses. Écoute, je commence très rapidement. Moi, je suis Mathieu Barascou, issu de la formation de l'IAE de Toulouse, qui est aujourd'hui TSM. Ça date. Premier cours de marketing web, je l'ai eu avec Magali Giraud. Eh oui, en 2005. Ça date. Et puis après, j'ai vogué dans quelques grosses sociétés, notamment en Angleterre. Et après, j'ai créé des sociétés. Aujourd'hui, donc, je dirige une agence qui est spécialisée en référencement naturel dans Google, notamment, et pas que. Et depuis maintenant 13-14 ans, je donne des cours et gère des formations en marketing digital à TSM, dont le M2 Marketing Digital. Nicolas, je te laisse enchaîner. Allez, je te prends. Alors moi, c'est Nicolas Pellichero, je suis le directeur de l'agence de communication qui s'appelle Jaune, qui est basée ici à Toulouse. Je suis aussi diplômé de l'IAE de Toulouse, qui est devenu donc TSM, il y a maintenant pas loin de 10 ans, en 2016. Et pour la petite histoire, j'ai commencé ma carrière dans les réseaux sociaux aux États-Unis avant de revenir en France. Et c'est cette personne qui est juste à côté de moi qui m'a donné mon premier contrat français. C'est assez particulier. Mais c'est bien Thibaut qui m'a embauché à l'époque à l'agence BuzzWatch. Et je suis intervenant sur la partie réseaux sociaux avec cette magnifique promotion de cette année qui a été très très mémorable. Voilà, donc mes prérogatives sont principalement le social media, mais maintenant je dirige une agence de com globale. Merci. Et donc Thibaut Gandon,
Effectivement, j'ai eu Nicolas sous mes ordres, mais il était un peu trop compétent pour rester longtemps sous mes ordres. Donc il est vite parti voguer de ses propres ailes. Donc moi, j'ai créé l'agence Yatil, qui est une agence de conseil en data et IA, et qui accompagne en fait le marketing des entreprises dans leur transition vers l'IA. Donc que ce soit par de la formation, de l'acculturation des équipes à cette nouvelle technologie, ou à la mise en place de systèmes IA sur mesure en entreprise. Merci. Est-ce que tu es de l'IAE du coup aussi, toi, de TSM? Ah, c'est bon, alors c'est bon, on est deux du coup. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Nicolas Klotz, je suis researcher à la Société Générale. Donc je m'occupe de toute la partie test utilisateur, focus group, questionnaire, entretien. Bref, je vais voir nos clients et nos prospects pour essayer de voir comment ils interprètent en fait nos interfaces, comment ils naviguent sur nos interfaces et faire un ensemble de recommandations afin d'avoir la meilleure expérience utilisateur possible. J'ai un master d'ergonomie et ingénierie des facteurs humains. Alors, c'est des vieux termes qui datent maintenant d'il y a plus de 15 ans, qui sont beaucoup moins à la mode, mais on le verra juste après. Et je suis très fier et content d'être ici parmi vous. Et on a commencé ensemble avec Mathieu sur le DU tout au début, parce qu'en fait, moi, j'avais monté une boîte à Toulouse ici. Et il était venu me chercher. Et voilà, je suis encore là 15 ans après. Donc, c'est plutôt sympa. Et voilà. Je te laisse la parole pour enchaîner. Ça marche. Merci beaucoup pour les intros. Du coup, l'objectif de cette conférence, elle est née, en tout cas l'objectif est venu du fait qu'on vit quand même une époque un peu formidable en marketing digital. Et donc de mémoire, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça. Une année mouvementée en 2024 avec beaucoup d'évolutions. Ça faisait 2 ans que je regardais, que je commençais à un peu me repositionner. On en parlait avec certains intervenants de revoir le format de certains cours en profondeur parce que les évolutions des usages, des technologies faisaient que il y avait on va dire des fondamentaux sur lesquels on se basait historiquement qui étaient remis en question. C'est très bien, c'est pas la première fois que les usages évoluent ou les technologies, mais il faut savoir en profiter, il faut que ça devienne une opportunité. Et donc, l'objectif, c'était de se pencher sur ça pour pouvoir impacter la maquette pédagogique de cette formation, le master de marketing digital, avec le groupe d'intervenants, on en parlera tout à l'heure, ils sont nombreux à travailler dessus. Et on s'est dit, on va en faire une conférence et un contenu qu'on va pouvoir aussi diffuser auprès de nos partenaires et nos futurs étudiants, et tous les étudiants qui sont en marketing à TSM, parce qu'il y a des choses à dire, parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir, sans être devin ou avoir des certitudes, mais on commence à voir se dessiner quand même des changements structurels dans des métiers, dans les compétences qui sont attendues par les entreprises. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est 4 entreprises, quelque part, et en même temps 4 intervenants dans la formation. Donc, le but du jeu pour nous aujourd'hui, et l'enjeu principal, c'est arriver à faire ce lien-là entre l'entreprise et la formation pour former le mieux possible les futures pépites, on va dire, des équipes marketing, web et digital des entreprises. Donc c'est un moment aussi de prise de hauteur. Un moment important aussi cette année qui prépare du coup les années à venir. Donc je disais le paysage marketing il est en plein essor et ça bouge énormément. Tout le monde a entendu parler de ChatGPT. Je pense que si quelqu'un n'a pas entendu parler de ChatGPT, qu'il se lève, qu'il le dise parce que il faut vraiment y aller. C'est magique. Tout le monde en parle, ça fait le buzz, mais il faut savoir que l'intelligence artificielle, ça existe depuis longtemps. Très longtemps. Puisqu'à la base, l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes. Les algorithmes, ça fait des milliers d'années que ça existe. En France, dans les années 80, déjà, on faisait de l'IA. En 2008, je travaillais avec une société qui était basée à Aix-en-Provence, qui s'appelait Sementia, et qui avait développé un moteur d'intelligence artificielle pour EDF, pour parler avec ses clients. Vous savez, je ne comprends pas, mon abonnement a augmenté, etc. Ben, c'était déjà une IA qui répondait, sous la forme d'un chat, ou par mail, ou qui traitait aussi avec une IA les 2 millions d'annonces immobilières qui arrivaient sur seloger.com tous les matins. Il y a plein de choses qui se font en France et qui sont magnifiques, des sociétés qui existent. Il y a des évolutions structurelles qui sont arrivées
Et ChatGPT, quand même, on va dire, démocratiser ses usages et créer une ouverture phénoménale, parce qu'aujourd'hui, c'est très facile, on est dans sa cuisine, on a son iPad ou son téléphone ou autre, et puis on interroge ChatGPT en vocal et on lui demande quelque chose et il nous sort un truc, et bon, des fois, peut voilà, pas forcément toujours être au top, mais bien souvent, ça peut être utile. En tout cas, tout dépend de comment on le voit. Ça va être un sujet de discussion. Mais cette IA, elle est là, quoi qu'on en dise, elle est présente, ça va à une vitesse phénoménale. Encore ce matin, je testais un nouvel outil qui permet de faire des trucs super dans mon métier, dans ma branche. Tous les jours, j'ai l'impression de découvrir quelque chose, donc la vitesse est là, ça va vite. Nous, on se doit d'être aux aguets en tant que professionnel du marketing digital, pouvoir en fait l'utiliser dans notre métier et transformer ça en opportunité en fait dans tout travail qu'on mène. Donc, il n'y a pas que l'IA. On parle de data également. Alors, la donnée, elle existe depuis un moment, mais aujourd'hui, on commence à vraiment à se structurer. Je te laisserai en parler après, Thibaut. On commence vraiment à se structurer et c'est devenu un vrai métier. Il y a 10 ans, quand je commençais une mission d'accompagnement pour une entreprise, je m'occupais de la data. Je m'occupais de plein de choses. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Je ne peux pas prétendre être un expert data. Parce qu'il y a des gens qui font ça toute la journée, qui maîtrisent les outils qui sont complexes, parce que tout s'est complexifié dans les métiers, dans les branches. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont hyper compétents dedans. Et il faut travailler avec ces gens-là, plutôt que d'essayer de se persuader qu'on sait encore faire les choses. Parce que si on maîtrise le sujet, alors on peut faire des choses formidables, hein, bien mieux qu'il y a 5 ou 10 ans. Donc on est dans ce contexte-là, où on commence à avoir des espèces de spécialisation dans les métiers. On a aussi la problématique de compétences transversales, des gens qui veulent être polyvalents, qui veulent être chefs de projet, managers dans une BU digitale et qui doivent du coup travailler avec la personne de la data, avec la personne de l'IA, puisque maintenant il y a des gens qui sont dédiés à ce sujet, la personne de l'UX, la personne de plein de choses. Et donc du coup, ces personnes-là, il faut qu'elles aient un discours polyvalent, il faut qu'elles sachent comprendre ces gens-là. Et j'ai envie de dire, je reviens en 2012 quand on a lancé le diplôme universitaire en web marketing. Moi, j'expliquais qu'il n'y avait plus vraiment de webmaster. Webmaster, c'était un métier d'avant, et que maintenant, on commençait à avoir en référence sur le référencement naturel, en référence sur la publicité en ligne, etc. Aujourd'hui, c'est un cran encore plus loin, en fait, vraiment en profondeur. Même dans mon métier, par exemple, qui est le référencement naturel, le SEO, Search Engine Optimization, j'ai une personne dans mon équipe qui est data SEO. Je ne le comprends plus. Je ne suis pas le seul. Mais il est très bon. Mais c'est sûr, il est très bon. Ouais. Parce que les recommandations qui en sortent et les analyses sont hyper pertinentes. Mais par contre, quand, par exemple, il me demande d'aller dans la Google Cloud Console pour vérifier le compte de facturation du machin et tout ça, je suis perdu, quoi. Donc, je ne suis même pas sûr que ce soit pertinent que j'aille me former dessus. Mais c'est pour tout ça pour dire que, juste sur ma branche, pourtant je suis dedans depuis 20 ans, mais il y a des gens qui aujourd'hui se spécialisent dans des parties du sujet qui deviennent hyper référents, hyper pertinents. Et c'est un travail très important d'ailleurs qui mène ces gens-là, parce qu'il y a la veille à faire, il y a plein de choses. Et là, je vais arrêter de parler parce que sinon. En plus c'est bien. Ah, merci. Tiens. Par la suite. Ouais. Alors, ça, c'est les questions qui se posent, que je pose un petit peu juste pour. Alors, très rapide. Très rapide. Je le fais. Hein. Si tu veux. Tu veux? Ah, ça peut être rigolo. Donc les questions que Mathieu se pose et que vous devez vous poser à l'heure où on évalue la transformation des métiers du digital. Donc quels sont les nouveaux métiers et bien sûr quelles sont les nouvelles compétences qui sont identifiées pour réussir dans le marketing digital? Comment est-ce que on utilise, on analyse ces évolutions technologiques avec l'IA, on en parlera beaucoup avec Thibaut, je pense, là, juste après. Comment est-ce que ça transforme de façon assez concrète ce que l'on fait au quotidien dans les entreprises? Et quelles compétences et quelles qualités nos étudiants doivent développer pour se rendre indispensables, ou du moins d'être très, très pertinents
au niveau des candidatures et puis au niveau de leur employabilité. Et enfin, comment est-ce que les entreprises et les écoles peuvent-elles préparer efficacement cette nouvelle génération? Et je pense que ce master-là est une bonne façon, en tout cas, de préparer très efficacement nos étudiants pour ça. Ouais, c'était pas mal, tu vois, ouais. Moi, mon sujet, c'est le social media. Donc, le social media, ce sont les réseaux sociaux. Donc, mais comme j'ai pu vous le dire, j'ai été embauché par ce cher Thibaut en tant que community manager en 2016 ou 2017. J'avais un petit peu plus de cheveux à ce moment-là, j'étais très jeune et j'étais un bon rédacteur. J'étais un bon rédacteur. À la base, une personne qui était bon sur le social media, c'était une personne qui savait plutôt bien écrire. On était embauché pour ça. On devait se mettre derrière des pages Facebook, on devait se mettre derrière des comptes Instagram, ça démarrait à peine. On était très loin encore de TikTok. Si on était un bon rédacteur, on pouvait être un bon community manager. Mais notre but, c'était de faire réagir les gens sur les réseaux sociaux. Mais ça s'emparentait à ces compétences-là, avec bien sûr une culture com et une culture pub assez importante, mais c'était tout. Mais de nos jours, ça a beaucoup évolué et nos métiers ont été impactés principalement par l'évolution des plateformes sur lesquelles on a dû créer des choses. Avant, il n'y avait que Facebook, ensuite il y a eu Insta, ensuite il y a eu Twitter, il y a eu Pinterest, etc., etc. Et à chaque fois, on devait s'abreuver de l'apparition de ces nouvelles plateformes, savoir comment les algorithmes ils fonctionnaient sur ces plateformes-là pour toujours proposer un meilleur contenu. Donc, du rédacteur, on est passé aussi à des bons producteurs de contenu et surtout ensuite à des bons diffuseurs de contenu, mais pour que ces contenus soient vus, soient très engageants et que les entreprises elles, gagnent en visibilité sur ces plateformes. Et enfin, mais ces dernières années, ça a été aussi beaucoup impacté par l'apparition de l'intelligence artificielle. Donc nos métiers se sont transformés, on a eu de nouveaux outils, on a eu des nouvelles contraintes aussi, parce que beaucoup plus de compétitivité de la part de toutes les marques, mais beaucoup plus de contenu sur ces plateformes. Et donc émerger sur les réseaux sociaux ou être intéressant, c'est devenu de plus en plus difficile. Donc on s'est un petit peu segmenté au niveau des métiers, et le community manager de l'époque, il n'existe quasiment plus. Il n'existe plus. Mais désormais, on va segmenter sur des créateurs de contenu, on va segmenter sur des spécialistes des social ads, on va segmenter aussi au niveau des plateformes. Mais je vous ai listé là avec quelques métiers, mais par exemple, un TikTok content spécialiste, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement les tendances de production, le contenu qui va marcher sur TikTok. Ça demande un usage très important de la plateforme, mais ça demande une culture de la plateforme qui est très significative. Et ce métier-là, il est recherché aujourd'hui autant dans les agences que chez les annonceurs potentiellement. On a aussi les influence managers, ces personnes qui sont chargées de gérer les contrats avec des influenceurs, de gérer des placements de produits, de gérer des partenariats qui sont très différents de ce que l'on avait précédemment, ou des UGC créateurs, des personnes qui sont capables de créer du contenu, mais comme vous et moi, et de le faire passer pour un contenu d'entreprise un petit peu plus digeste. Donc tous ces métiers sont apparus au fil du temps, en fonction des plateformes et en fonction aussi de l'apparition de l'intelligence artificielle, où maintenant on l'utilise de plus en plus. Mais je vous prends quelques exemples. Aujourd'hui, à l'agence, on accompagne des marques comme Starbucks, comme Leclerc Drive ou Voyage Leclerc. On a une personne qui est UGC créateur pour Starbucks, qui fait donc ce métier mais sur le territoire français, et on en a un autre qui fait la même chose mais sur le territoire des Pays-Bas. Donc ça donne aussi des compétences un petit peu différentes au niveau de la langue. On a deux influence managers, une personne mais pour Leclerc Drive qui va gérer tous les partenariats avec cette marque du groupe Leclerc, et une autre sur Voyage Leclerc parce que c'est pas la même clientèle, c'est pas la même marque, c'est pas la même offre, etc., etc. Et ces personnes-là font ça toute la journée. Ils font ça toute la journée. Ils le font pas que pour ses clients, mais ce sont leurs métiers à temps plein à l'intérieur d'une agence de com en 2025. Voilà. Et ce métier-là, à l'époque de Thibaut, ça n'existait pas du tout. C'était le montant. C'était plus facile, tu crois, avant ? Ouais, peut-être. Mais les soft skills que l'on attend et qui sont un driver énorme ensuite de compétences, mais beaucoup plus techniques, c'est bien sûr ce que l'on avait déjà il y a 5 ou 10 ans, une curiosité énorme, une veille technologique qui est nécessaire et vitale pour être compétent, et surtout une adaptabilité très importante. Il y a quelques années, on était toujours mis à mal par des mises à jour des algorithmes. Aujourd'hui, ce qui compte sur un algorithme, c'est d'avoir plus de commentaires, plus de partages, etc., etc. Et ça, ces changements, ils
Ils sont toujours plus importants là, mais désormais, mais avec l'apparition de l'intelligence artificielle et de nouveaux outils, on est sans cesse remis en question, en tout cas sur cette partie-là des réseaux sociaux. Mais si cette culture du digital et des tendances, elle se perpétue, en général, les compétences techniques suivent parce qu'elles sont le driver d'usage et d'utilisation assez constante des plateformes qui vont nous permettre ensuite, en tant qu'étudiant ou en tant que professionnel, de devenir assez pertinent pour être efficace, en tout cas face à la concurrence. Voilà. Moi, je vais te poser une question, et après, de toute façon, on pourra échanger peut-être à la fin si on a un petit peu de temps, mais effectivement, quand tu parles du GC, toutes ces choses-là, il y a des gens avec qui je collabore effectivement qui me parlent de ça, et c'est pas des termes qu'on utilisait avant, quoi. On disait community management, quoi, et puis après il y a eu l'influence marketing, etc. Est-ce que on est sur des bases qui sont quand même proches, ou est-ce que c'est un métier différent, ou est-ce que c'est des compétences supplémentaires à acquérir, et comment on fait pour faire évoluer en fait aussi ses collaborateurs? Est-ce qu'on recrute différemment, ou est-ce que c'est une formation interne? On attend à ce que les personnes arrivent avec des compétences différentes pour ces postes-là? Tu dois venir, oui, avec des compétences un petit peu différentes, mais ce sont des choses qui sont encore assez nouvelles, donc on peut encore les apprendre sur le tas, on va dire, avec l'usage aussi. Enfin, je vais pas recruter un UGC créateur demain, je vais recruter une personne qui va être très forte en social media et de façon globale. Elle va être elle va avoir des aspérités de production, mais qui vont être très significatives, et donc on va en faire un UGC créateur sur ce client-là. Et peut-être que sur un autre client, il va y avoir un petit peu d'adaptabilité pour faire du social media un petit peu plus classique aussi. Mais je pense que il n'y a pas vraiment de bonne réponse, mais là-dessus, de réponse assez radicale. Ça va dépendre un petit peu des profils et puis de la structure de l'agence ou de l'entreprise dans laquelle cette personne elle est recrutée. Mais je pense qu'à terme, en tout cas, on va vers une hyper spécialisation, mais de ces métiers-là, avec des gens qui sont de vrais producteurs de contenu et qui ont cette capacité à être très fins là-dessus, parce qu'ils vont connaître les plateformes d'une très bonne façon et les tendances de ce qu'attendent un petit peu les gens, et seront peut-être un petit peu moins bons sur d'autres aspects après de leur métier. Ouais. En tout cas. Merci. Merci beaucoup. Un autre Nicolas, peut-être? Tout à fait, je prends la suite. Du coup, la slide est plutôt à caractère de récap à la fin de l'intervention pour que vous puissiez retrouver les différentes informations. Bonsoir. C'est un peu pareil dans le design. En fait, on a une évolution des métiers qui est assez surprenante et assez régulière au final, avec des appellations qui changent en permanence. Et on a beaucoup de mal à s'y retrouver. On ne sait pas quoi mettre dedans. Toutes les entreprises mettent une définition différente en fait dans les termes utilisés. Et c'est souvent difficile pour les candidats justement de s'y retrouver, de postuler au bon endroit, au bon moment. Et ça pose problème. Quand j'ai démarré il y a 15 ans, le terme UX designer en France n'existait pas, ou en tout cas n'était très très peu utilisé. Et en fait, moi, on m'appelait l'ergonome. Donc c'est un terme qui est beaucoup moins vendeur que l'UX designer, je vous le cache pas. Par contre, quand on me demande ce que je fais, c'est plus simple de dire je suis ergonome, c'est beaucoup plus compréhensible que de dire je suis UX designer, où là vraiment il y a un blanc et il y a des grands yeux qui s'ouvrent. Maintenant, le terme UX designer, il évolue aussi avec différents types de métiers, et c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu dans l'approche ce soir. Le rôle de l'UX designer aujourd'hui, pour faire simple, c'est faire en sorte que l'expérience utilisateur au sein des interfaces soit la plus aboutie possible, que votre utilisateur arrive rapidement à réaliser sa tâche avec la moindre charge cognitive possible, qu'il y ait une certaine satisfaction à utiliser l'interface, et que effectivement on puisse apprendre à utiliser l'interface le plus rapidement possible. Ce que je viens de vous donner, c'est ce qu'on a bossé hier avec les étudiants sur l'utilisabilité. C'est vraiment le terme d'utilisabilité, c'est ce qui régit un petit peu l'UX design, que l'interface soit la plus utilisable possible. Donc ça, c'est un point important. Et dans l'UX design, il y a aussi une multitude on va dire, deux grands pans d'exercices. Il y a soit le côté finalement où on va faire plutôt de la conception d'interface, soit on a le côté où on va plutôt faire de la research, donc c'est-à-dire on va aller écouter les utilisateurs, comprendre comment ils fonctionnent, aller chercher leurs besoins. Mais tout ça, c'est dans l'UX, et en fait, quand on ne fait pas attention, on peut un petit peu mélanger le tout.
Et puis à l'époque, il y avait le côté UX design et puis aussi il y avait l'UI, le côté UI. Donc ça, c'était un peu le peintre. On appelait ça communément, voilà, celui qui peignait les maquettes de l'UX design. Donc il ajoutait toute la charte graphique, toute la couche de couleurs. Il devait designer une émotion. À l'époque, je me souviens, on disait ça. Et vraiment, c'était deux métiers distincts. Et je suis pas forcément contre cette idée, je dois le reconnaître, parce que c'est des cerveaux qui sont vraiment branchés différemment pour moi, hein, quand on est effectivement d'un point de vue créatif. On a de l'imaginaire dans les couleurs. Moi, par exemple, vous demandez d'imaginer un pictogramme ou de travailler une charte graphique, je suis en dessous de tout. Par contre, quand on me demande de travailler des parcours, quand on me travaille l'architecture de l'information, quand on me demande de travailler finalement comment animer des ateliers, comment animer des entretiens, bah là, c'est plutôt mon côté. Et donc, les entreprises, elles ont eu une idée formidable, c'est de réduire les coûts. Et donc, elles se sont dit, bah, tiens, on va inventer un nouveau métier, c'est le métier de product designer. Et le métier de product designer, aujourd'hui, bah, c'est la réunification, finalement, de l'UX et de l'UI. Et donc, ça permet quoi? Bah, ça permet de payer un salaire, finalement, alors qu'avant, on en payait deux. Alors, ça a des avantages et des inconvénients, hein, bien entendu. Et puis, le côté aussi sournois du product designer, c'est que dans les entreprises, comme je le disais, ça n'a pas forcément la même définition et ça n'a pas forcément le même scope. Parfois, dans les entreprises, dans le côté product design, il n'y a pas le côté research et parfois, il est intégré aussi. Donc, il faut faire attention, effectivement, quand on discute avec quelqu'un, donc quand on lui demande son métier, qu'est-ce qu'il fait, bah, de quoi il parle vraiment, quel est son scope complet, c'est vraiment très, très, très important. Il y a aussi d'autres métiers qui sont arrivés dernièrement, c'est tout ce qu'on appelle le design ops, le research ops. Alors ça, c'est aussi à la mode. C'est un peu le happiness manager finalement du design. C'est quelqu'un qui va mettre de l'huile dans tous les rouages pour faciliter un petit peu tous nos process et faire en sorte que tout le monde travaille de la meilleure manière possible. Et puis aussi, ce qui est important, c'est qu'il a un rôle finalement d'intégrer le design dans les décisions. Souvent, dans les designers, ils étaient vus comme les exécutants en fait des demandes. Et nous, notre priorité, par exemple, à LG, c'est que le design soit un petit peu moteur en fait dans les roadmaps et qu'on fasse partie en fait du process de décision et qu'on estime que cette évolution du design là, de ce parcours là, ça va avoir un vrai impact côté business, ça va avoir un vrai impact côté SAT client, parce que la satisfaction client c'est aussi un de nos enjeux aujourd'hui. Et donc c'est des métiers vraiment très importants, des métiers qui vont se développer au fur et à mesure et sur lesquels il y a un vrai atout à intégrer tous ces métiers là. À partir de ce sujet là, je trouve que c'est intéressant. Dans le sens où je pense qu'on n'est pas obligé de comprendre votre question, en fait, dans le sens où, dans chaque entreprise, même, j'ai envie de dire, notre approche de l'UX, du SEO, ou du social media, ou de l'IA data, peut être différente. On peut mettre l'accent sur des sujets différents. Déjà, ça, c'est un premier principe. Donc, je vais devenir consultant en SEO, par exemple, à la Sogé ou chez IFEN, c'est pas du tout le même métier. Il y a des gens qui postulent chez moi, qui me disent j'ai 20 ans d'expérience en SEO, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais ils ne vont pas matcher avec l'entreprise. Parce que l'entreprise a une manière aussi de délivrer de la valeur, de créer de la valeur. Et donc du coup, la première qualité, j'ai envie de dire, qu'on doit obtenir à travers la formation aussi, c'est cette capacité d'adaptation. Moi, je dis souvent, quand on me demande pourquoi tu as fait l'université, à l'époque, je ne sais pas si ça valait encore aujourd'hui, mais moi, à l'époque, je disais, parce qu'à l'université, on apprend à apprendre. Quand on est 800 dans un amphi et qu'il faut que, qu'on réussisse et qu'on est tout seul, on apprend à apprendre. Et ça peut être un peu violent des fois aussi, hein, mais c'est formateur. Alors, du coup, une fois qu'on a ce skill, cette compétence-là, en tout cas, c'est ce qu'on essaye, en tout cas, de faire en sorte que vous ayez le plus possible et pas que de répéter des choses. Moi, j'aime bien dans SEO, par exemple, je vous mets sur des exercices des fois, puis je vois comment les groupes réagissent. Vous allez voir, d'ailleurs, vendredi, on a un cours, ça va être sympa. Mais comment ils vont réagir face à un problème? Chaque groupe va réagir de manière différente, une approche différente. Et ça, c'est super, parce que c'est la différence et la complémentarité entre les profils aussi qui va créer de la valeur dans une équipe marketing. Nous, notre rôle aussi dans la formation, c'est de donner toutes ces bases pour pouvoir s'adapter sur tous les types de sujets qui peuvent arriver dans l'entreprise. Et aussi, je prends un exemple concret. Mon métier, c'est de travailler sur des bases SEO, donc d'optimisation de référencement naturel pour que les sites remontent dans les résultats de recherche Google en France principalement.
même si aujourd'hui le terme SEO, c'est plus que Google, hein. C'est ChatGPT même, hein, maintenant. C'est TikTok, c'est plein de choses. On travaille avec l'UX. C'est hyper important. C'est le cas d'un site dans l'assurance de prêt immobilier où on a eu un gain de position significatif seulement en travaillant le taux d'engagement dans les formulaires d'inscription. Et de limiter, en fait, finalement, les départs. Qu'est-ce que je laisse dans le formulaire? Qu'est-ce que j'enlève? C'est pas forcément un nombre de questions, c'est plus fin que ça. Et il n'y a pas la réponse dans un manuel. Parce que s'il y avait la réponse dans un manuel, tout le monde le ferait. Et c'est un peu comme l'IA arrive, etc. On est tous au même niveau, en fait. On apprend. Et on essaie de composer avec ça et de trouver ce qui fait la réussite chez nous, par exemple, c'est nous on fonctionne en feature team, donc c'est-à-dire qu'il y a plein de corps de métier sur un sujet. On va avoir des spécialistes du référencement, on va avoir des spécialistes des réseaux, un dev, un UX, un PO, un PM. Parce que justement, cette somme de compétences, finalement, et d'approche va permettre à nos projets de réussir. Et c'est vraiment comme ça qu'on apprécie de travailler et qu'on essaie de faire du meilleur boulot possible. Ouais. Donc ça veut dire que aujourd'hui, dans une formation de type M2, peu importe, mais c'est difficile de quand même se projeter, se dire je vais devenir UX designer ou je vais devenir consultant SEO ou je vais devenir peu importe. C'est hyper difficile, hein. Même moi, je sais pas si moi j'en avais aucune idée, même moi à mon époque, hein. Cela dit, si on sort avec certaines armes, on doit pouvoir s'adapter parce que, encore une fois, le métier peut être différent d'une entreprise à une autre, d'un contexte, d'un marché à un autre. Je pense que consultant SEO, en tout cas le directeur SEO chez Airbus, c'est pas forcément le même scope que le directeur SEO. Mais c'est pour ça que je disais que dans un entretien d'embauche, c'est très très important de demander à quoi correspond le poste réellement, le périmètre du poste, et ce que ça implique, parce que nous-mêmes, on a une définition qui n'est pas la même que celle qui est présentée dans l'entreprise. Et ça, c'est vraiment un b.a.-ba de tous nos métiers, quoi. Je pense qu'il y a un sujet qui nous excite tous en ce moment, et je t'invite à prendre le micro, mais c'est l'IA, notamment et la data, et c'est ton sujet. Ouais, bah pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, sur ce que les deux Nicolas ont dit, effectivement, je pense que le développement de l'IA et de la data ne font que renforcer l'importance de ces soft skills. Je vais revenir sur ce que tu as montré. Parce que finalement, on ne s'est pas concerté pour faire nos présentations, mais moi j'allais aboutir un petit peu à la même conclusion, des soft skills indispensables qui sont la curiosité, la veille technologique, l'adaptabilité. C'était vrai à l'époque de Mathieu il y a 20-25 ans. C'était vrai à la nôtre il y a une dizaine d'années. Mais voilà, c'est encore plus vrai aujourd'hui, maintenant qu'on a des outils qui sont capables de nous donner un accès finalement au savoir quasiment instantané. C'est-à-dire que si demain on veut se former et acquérir de nouvelles compétences, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 5 ans. Mais je vais revenir maintenant un petit peu sur ma partie, donc sur les nouveaux métiers de l'IA et de la data. Donc déjà, moi, ce que j'ai fait au préalable pour préparer cette intervention, sur la liste de métiers que j'ai choisis, déjà, je vous les ai traduits en français, parce que je trouve que déjà, ça fait un petit peu moins peur. Et puis, on est sur un domaine qui est très technique, qui est un petit peu compliqué, avec plein de nouveaux métiers. Donc, je trouve ça beaucoup plus compréhensible quand c'est écrit en français. Quand moi, je lis chef de produit data ou data product manager, je comprends beaucoup mieux chef de produit data, ce que ça peut vouloir impliquer. De même que scientifique des données, c'est de suite un peu plus clair que data scientist, qui est toujours un petit peu obscur comme terme. Donc, ces métiers, j'en ai sélectionné 10. Alors, j'aurais pu rajouter d'ailleurs data manager, qui est super important sur le rôle de la gestion des données, de la gouvernance de la data, qui commence à être hyper important en entreprise aujourd'hui. Donc j'ai sélectionné environ 10 métiers. J'aurais pu en sélectionner au moins une trentaine, parce que alors là, je pense que c'est le domaine où on a le plus de nouveaux métiers qui apparaissent chaque jour. Chaque jour, on a des nouveaux métiers qui sortent un petit peu du chapeau. Pour vous dire, alors en faisant un petit peu mes recherches, parce que je prétends pas connaître tous les nouveaux métiers de l'IA et de la data qui sortent aujourd'hui, j'ai vu sur des sites très sérieux des postes de deepfake reviewer. Alors, deepfake reviewer, en gros,
j'ai pas bossé la traduction en français, mais en gros, deepfake reviewer, c'est quelqu'un qui est assis sur son fauteuil de bureau et qui toute la journée regarde des vidéos et doit décider, analyser si c'est un deepfake ou non. Alors autant je peux comprendre qu'à un moment, dans un métier, ça puisse faire partie des tâches à exécuter par quelqu'un, mais de là en faire un métier à proprement parler, j'ai quand même quelques doutes. Et je l'ai vu sur un site, je crois que c'est sur le JDN, qui est quand même un site voilà, super sérieux. J'ai vu aussi le métier de Kill Switch Engineer. Alors Kill Switch Engineer, en gros, c'est la personne qui est chargée d'appuyer sur le bouton rouge lorsque l'IA deviendra hors de contrôle. Alors là encore, j'ai du mal à imaginer que quelqu'un soit assis sur une chaise de bureau à attendre le moment où l'IA soit vraiment devenue hors de contrôle. C'est plus une compétence, encore une fois, qui va être intégrée à un métier, par exemple au métier d'ingénieur data, quand il va être en charge de préparer toute l'infrastructure du système IA. Donc voilà, vous avez tous ces nouveaux métiers et je les ai segmentés sur 3 volets, data et analyse, qui est hyper important, IA et automatisation, et puis éthique et réglementation, qui est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur en Europe. Alors, à tort ou à raison, je pense que c'est quand même intrinsèquement une excellente chose, surtout face à l'impérialisme américain aujourd'hui auquel on assiste et face aussi au développement chinois. Maintenant, bon, ça, je fais une petite aparté, mais c'est vrai que ça nous coupe un petit peu aussi de la course. Donc, mais c'est quand même quelque chose de super important, qui est une spécificité propre à l'Europe et aussi à la France. Donc ça, c'est une très bonne chose. Trois choses pour moi à retirer un petit peu de cette présentation des nouveaux métiers de l'IA et de la data. La première chose, c'est que la donnée, c'est vraiment aujourd'hui le nerf de la guerre. Pourquoi ? Tout simplement parce que la donnée, la data, c'est vraiment ce qui est à la base de n'importe quel projet d'IA. Donc sans data, vous n'allez pas pouvoir, par exemple, prédire le comportement d'achat sur un site e-commerce. Vous n'allez pas pouvoir prédire la consommation d'énergie d'un bâtiment. Donc pour n'importe quel projet, vous avez besoin de data. Et c'est pourquoi je vous les ai surlignés en orange ici. Les postes les plus recherchés aujourd'hui sur le marché du travail, ce sont tous les postes liés à la data, donc scientifique de données ou data scientist, ingénieur data, data analyst, ingénieur machine learning. Et c'est des métiers qui existaient déjà il y a 10 ans, il y a 15 ans, donc qui sont des métiers anciens, mais qui ne sont pas encore hyper bien implémentés en entreprise et sur lesquels les compétences sont aussi un petit peu rares. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a le rôle, en fait, de ce que j'ai pu constater, du chef de produit data qui est sous-estimé en entreprise, parce qu'en fait, on n'a pas tellement d'entreprises qui ont des chefs de produit data internalisés. Il n'y a pas énormément d'offres d'emploi sur ce secteur, alors que c'est quelque chose de clé, puisque le chef de produit data, c'est lui qui fait le lien entre la tech et le business. C'est lui un petit peu le pont entre les personnes qui vont traiter la donnée et le fait de le transformer en quelque chose de viable, une fonctionnalité viable sur le marché. Moi, quand je travaille avec des entreprises, en fait, l'adoption de toutes ces technologies en entreprise, elle est extrêmement lente aujourd'hui, enfin elle est assez lente, au regard des progrès exponentiels de l'IA qui sont vraiment fulgurants. Donc vous avez le progrès de l'IA qui est comme ça, et puis le temps que ça se mette en place en entreprise, forcément, il y a des process. Donc on commence finalement seulement à intégrer l'importance de la data au sein de toutes les entreprises. Alors c'est pas le cas dans les grands groupes, mais dans les PME, moi je travaille avec beaucoup d'entreprises qui me disent Thibaut, moi j'ai juste un fichier Excel qui est pas très bien entretenu avec quelques colonnes, c'est les commerciaux qui le remplissent ou c'est les commerciaux qui mettent à jour le CRM, mais ils le font un petit peu quand ils ont envie. Donc voilà, il y a cette data qui n'est pas encore très bien traitée. Donc on a coutume de dire que la data, c'est un petit peu le pétrole du 21e siècle. Moi, je suis assez d'accord avec cette affirmation. Mais si vous voulez, la réalité aujourd'hui, c'est que c'est pas du pétrole qu'on a, c'est plus des barils de pétrole qu'on stocke en attendant de savoir vraiment quoi en faire. Et enfin, le troisième point, c'est que sur tous ces nouveaux métiers de l'IA,
éthicien de l'IA ou expert juridique et conformité de l'IA. En fait, voilà, pour moi, on parle plus de compétences qui sont à un moment intégrées au sein de professions comme ingénieur data ou ingénieur machine learning. Voilà, il y a beaucoup de hype. Alors le métier de prompt engineer, j'en parle même pas. En fait, c'est des compétences, des métiers qui sont beaucoup trop monotâches pour faire l'objet d'un métier même. Ou alors c'est quand même assez rare. Et pour terminer un petit peu cette intervention, juste pour vous détailler comment j'ai préparé en fait cette intervention. Pour réaliser ce schéma, je me suis servi de Napkin, qui est un outil gratuit qui permet de réaliser des schémas à partir de bullet points. Donc voilà, c'est très simple d'utilisation. Ensuite, j'ai fait des recherches avec Perplexity, qui est un assistant boosté à l'IA. Et puis, j'ai dialogué avec ChatGPT pour ajouter certains métiers, pour en supprimer d'autres, pour essayer d'enrichir un petit peu ce travail. Donc moi, je l'ai fait parce que je suis formé à l'IA, je baigne dedans. Mais tout ça pour souligner qu'en fait, plutôt que de nouveaux métiers autour de l'IA et de la data, il faut plutôt parler de compétences augmentées avec l'IA et la data. Et je reviens à la même conclusion que Nicolas. Il va falloir développer la formation et avoir ces qualités intrinsèques de curiosité, d'adaptabilité et de veille technologique sur tous ces sujets. Voilà, merci. Merci Thibaut. Bon, on en parlait tout à l'heure un petit peu en préambule avant le début de cette conférence, des pièges aussi de ce qu'il peut y avoir qui circule sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. Où à travers l'arrivée de l'IA, des nouveaux outils, des possibilités que ça offre, parce que comme tu disais tout à l'heure, même moi pour préparer cette conférence, j'ai quand même utilisé l'IA sur de la réflexion. Quand on échangeait sur les métiers, t'es meilleur que moi sur le UX et tout ce truc-là, tu vois. Et moi, je me suis aidé par ChatGPT pour me dire, essayer de comprendre, voir un petit peu et discuter avec toi. Parce qu'il y a une préparation individuelle quand même de la conférence. Mais donc, du coup, c'est un outil de productivité supplémentaire. Comme on a eu un smartphone qui arrivait en 2008, c'est des espèces de breaks, un peu d'innovation technologique qui entraîne des évolutions d'usage, donc ça c'est super. Maintenant attention au piège de dire j'invente un nouveau métier, IA, machin truc, je sais pas quoi, qui fait que moi je vais me réussir à faire du SEO complètement automatisé avec ChatGPT qui va me créer mes contenus, machin truc, et on arrête de travailler à 25 ans. Parce que j'ai encore vu hier une vidéo de ce type-là sur YouTube. Le mec, il est en Bretagne, il a inventé le nouveau Word connecté à l'IA qui lui permet à 25 ans d'être millionnaire. Bretagne. Mais il n'était pas à Dubaï, lui. Mais donc, juste attention de ne pas tomber dans ce piège-là. Je vous donne un exemple concret parce que c'est un sujet. D'ailleurs, tu as fait un post qui a bien buzzé là, sur LinkedIn sur le sujet. Je trouve ça intéressant. Les mémoires. On demande des mémoires à nos chers étudiants à la fin de l'année. Et quelle est la posture que nous avons à l'université? On ne va pas arriver et vous dire n'utilisez pas ChatGPT. Ça va être compliqué. Je le fais tous les jours. Il est toujours ouvert sur mon ordinateur. Depuis que j'ai ChatGPT, j'ai des tâches que je fais vachement plus vite. Et où je défriche des terrains vachement plus vite. Donc c'est super. Par contre, ça m'est arrivé dans un passé extrêmement proche d'avoir un mémoire avec une partie générée par ChatGPT. Et je l'ai vu. Parce que ça se voit. Parce qu'il n'y a aucune empathie. Parce qu'il y a une logique, on va dire, qui est une restitution de ce qui existe, de la littérature qui existe sur Internet, du contenu qui est disponible. Et en fait, nous, ce qu'on demande à nos étudiants, en tout cas moi, de ce que j'ai comme expérience depuis 2011 maintenant, c'est quand même de réaliser un exercice de création, même à un moment donné, ou en tout cas de réflexion, et de restituer quelque chose, une réflexion poussée, argumentée, d'un niveau Bac+5. Et donc, du coup, forcément, si vous mettez autopilote sur ChatGPT, vous n'aurez jamais le niveau de mémoire qui sort de votre tête, en fait. Donc, oui, pour s'aider de ChatGPT, bien évidemment,
parce que ça peut vous permettre d'accélérer et d'aller plus vite et plus loin. Et moi, j'ai envie de dire que même mon niveau d'exigence augmente, du coup, parce que mais ça, je le fais déjà depuis longtemps. C'est-à-dire que ce que je dis quand on a le format mémoire qui arrive, c'est que la présentation de l'entreprise, tous ces trucs-là, etc., c'est super, mais on le lit quand même assez rapidement. Ce qui va être important, c'est qu'est-ce que vous avez fait, quel est votre postulat, votre réflexion, vos hypothèses, vos implications en management, toutes ces choses-là. En fait, si là c'est vide et qu'on se retrouve avec une liste descriptive à la Prévert, type lexique, de ce qu'on pourrait avoir en sortie de ChatGPT, ben forcément, nous, quand même, on le capte, hein, que ce soit à l'université ou dans l'entreprise. Et là, forcément, ça le fait pas. Mais je pense que, en tout cas, voilà, moi j'ai eu une seule fois le cas pour l'instant. En tout cas, que j'ai eu, j'en aurais peut-être d'autres, mais je vais dire, je peux pas trop le dire ici, mais j'ai le cas cette année d'une personne qui s'est aidée avec ChatGPT par manque de temps pour finaliser un dossier. Bah, très smart. J'ai parcouru le dossier de qualité. Pourquoi? Parce que cette personne a fait un prompt intéressant. Elle a compris que il fallait un contexte et que ce contexte, c'était ses expériences. Et à partir de là, elle a commencé à générer des parties et elle a commencé à s'aider de ChatGPT dans un phénomène itératif pour l'aider à structurer des parties. Bah là, ça marche. Mais on ne va pas se faire remplacer par une IA. Donc voilà, l'enjeu pour moi, il est là aujourd'hui. Aussi, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez pour clôturer cette conférence, mais c'est une époque qui est plutôt intéressante, moi je trouve. On a parlé d'IA, de data, mais moi je pourrais parler aussi de la Gen Z qui bouleverse mon métier. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils cherchent plus trop sur Google, quoi. Donc maintenant, nous, notre bon vieux métier de référenceur, il évolue à vitesse grand V, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut plus, nous, avoir la posture de dire on travaille que sur Google.fr, on cherche sur TikTok, on cherche sur Instagram, on cherche sur Pinterest, on cherche sur YouTube, on cherche sur Amazon, on cherche partout. Et donc, du coup, notre métier, moi, je travaille dessus actuellement dans mon entreprise, hein. Encore hier, je partageais un de nos confrères qui parlait de ce sujet-là dans une vidéo. Notre métier évolue. Je ne suis pas sûr que fin 2025, la définition que je ferai du référenceur soit la même. Mais c'est génial. Je ne sais pas si quelqu'un veut conclure. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette conférence, au moment de partage. Je sais pas si